Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre ce qui se passe après la mort. Chaque civilisation, chaque tradition spirituelle y a répondu à sa manière. Le paradis, la réincarnation, le néant, la dissolution dans le tout. Mais aujourd'hui, nous vivons un moment rare dans l'histoire. La science commence à s'aventurer sur un terrain que la religion occupait seule. Des physiciens, des neurochirurgiens, des psychiatres de renom posent des questions que personne n'aurait osé formuler il y a 50 ans. L'une de ces questions, peut-être la plus troublante, est celle-ci. La conscience est-elle une propriété du cerveau, ou le cerveau n'est-il qu'un récepteur, comme une antenne capturant quelque chose de beaucoup plus vaste? Si la conscience n'est pas produite par le cerveau, alors la mort du cerveau ne signifie pas la mort de la conscience. Elle signifie simplement une migration. Et cette idée, aussi bouleversante qu'elle soit, trouve aujourd'hui des fondements dans les récits de milliers de témoins et dans les équations de la physique quantique. Commençons par les faits. Les expériences de mort imminente, ou MI, en anglais NDE, pour Near Death Experience, sont documentées depuis des siècles. Mais ce n'est qu'à partir des années 1970, avec les travaux du Dr Raymond Moody, que la communauté médicale a commencé à les prendre au sérieux. Dans son livre fondateur, La vie après la vie, publié en 1975, Moody compile les témoignages de 150 patients cliniquement morts, puis ramenés à la vie. Ce qu'il découvre est stupéfiant. Non pas parce que les récits sont fantaisistes, mais parce qu'ils sont remarquablement similaires, à travers les cultures, les religions, les âges. Les éléments récurrents d'une EMI, une sortie hors du corps, un tunnel de lumière, une rencontre avec des proches décédés, un sentiment de paix absolue, une revue panoramique de sa vie et un retour perçu comme un choix ou une obligation. Ce qui est particulièrement troublant pour la science, c'est que ces expériences se produisent à des moments où le cerveau devrait être, selon toutes nos mesures, totalement inactif. En arrêt cardiaque, l'activité cérébrale cesse en une dizaine de secondes. Les électroencéphalogrammes deviennent plats. Le cerveau ne reçoit plus d'oxygène. Et pourtant, des patients rapportent des perceptions détaillées, précises, vérifiables. Des infirmières qui plaisantent dans un couloir, un objet posé sur le dessus d'une armoire invisible depuis le lit. Des conversations entendues dans des pièces fermées. Des faits que les patients n'auraient mieux connaître autrement. Le cas le plus célèbre reste peut-être celui de Pam Reynolds, une musicienne américaine opérée en 1991 d'un anévrisme profond du tronc cérébral. Durant l'opération, sa température corporelle a été abaissée à 15 degrés. Son sang totalement vidangé de son crâne, ses yeux obturés, ses oreilles bouchées par des émetteurs sonores. Cliniquement, elle était morte. Et pourtant, Pam a décrit avec une précision chirurgicale l'aspect de la scie utilisée pour son crâne, les paroles échangées par les chirurgiens, les détails du chant entendu dans la salle. Comment expliquer cela si la conscience n'est qu'un produit du cerveau? Le Dr Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, a mené l'une des études les plus rigoureuses sur le sujet, publiée en 2001 dans la revue médicale The Lancet. Il a suivi 334 patients réanimés après un arrêt cardiaque. 18% d'entre eux ont rapporté une EMI et 12% ont vécu des expériences profondes avec des éléments vérifiables. Sa conclusion était sans ambiguïté, la conscience peut fonctionner indépendamment du cerveau en état de mort clinique. Entrons maintenant dans le territoire où la physique rencontre le mystère. La mécanique quantique est la science qui décrit le comportement de la matière à l'échelle subatomique. Et ce qu'elle révèle est si étrange que même Einstein n'a jamais réussi à l'accepter pleinement. À cette échelle, les particules ne se comportent plus comme des objets physiques ordinaires. Elles existent dans un état de superposition, simultanément dans plusieurs états à la fois, jusqu'au moment où elles sont observées. Cette notion d'observation est clé, car en physique quantique, l'acte d'observer une particule modifie son état. Ce qui pose immédiatement une question vertigineuse. Qu'est-ce que l'observateur? Est-ce un appareil de mesure ou est-ce la conscience? En 1939, le mathématicien Sir Roger Penrose, prix Nobel de physique, propose une hypothèse révolutionnaire. En collaboration avec l'anesthésiste Stuart Hameroff, il développe la théorie dite OR pour Orchestrated Objective Reduction. Cette théorie postule que la conscience émerge de processus quantiques se déroulant dans des structures à l'intérieur des neurones appelées microtubules. Selon Penrose et Hameroff, la conscience n'est pas une simple émergence chimique. Elle est une propriété fondamentale de l'univers,
tissée dans la structure même de l'espace-temps. Si cette hypothèse est juste, alors la conscience n'est pas créée par le cerveau, elle y transite. Le cerveau est un instrument qui capte, traite et exprime quelque chose d'antérieur à lui-même. Comme un poste de radio ne crée pas la musique qu'il diffuse. Il y a un autre concept quantique crucial ici, l'intrication. Deux particules intriquées restent connectées, quel que soit leur éloignement dans l'espace. Modifier l'une affecte instantanément l'autre, même à des années-lumière de distance. Einstein appelait cela une action fantôme à distance. La physique quantique a démontré que c'est réel. Appliqué à la conscience, ce phénomène ouvre une perspective fascinante. Et si notre conscience était intriquée avec quelque chose de plus grand? Avec un champ informationnel cosmique qui dépasse le corps physique? Et si la mort n'était qu'une désintrication d'un support biologique, tandis que l'information, la conscience, persiste dans ce champ? C'est exactement ce que propose le physicien Max Planck, père de la théorie quantique, qui écrivait en 1944 « Je considère la conscience comme fondamentale. Je considère la matière comme dérivée de la conscience. » Permettez-moi de vous présenter une métaphore qui va peut-être tout clarifier. Imaginez un fichier vidéo stocké sur un disque dur. Le disque dur peut être endommagé, détruit, brûlé. Mais si les données ont été sauvegardées dans le cloud, dans un espace informationnel non physique, le fichier survit. La destruction du support matériel ne détruit pas l'information. C'est précisément l'hypothèse que propose le biologiste Rupert Sheldrake avec sa théorie des champs morphogéniques. Selon lui, il existe des champs invisibles qui organisent et maintiennent la structure des êtres vivants. Ces champs ne sont pas physiques, mais ils contiennent de l'information, une sorte de mémoire collective de l'espèce et peut-être de l'individu. Dans cette optique, la conscience serait un champ informationnel associé au corps biologique, mais non limité à lui. À la mort, le support biologique cesse de fonctionner. Mais le champ informationnel, la conscience, l'âme si vous préférez, migre. Elle ne disparaît pas. Elle change d'état. La première loi de la thermodynamique l'affirme. L'énergie ne se crée pas, ne se détruit pas. Elle se transforme. Si la conscience est une forme d'énergie ou d'information, elle obéit à la même loi. Le docteur Erwin Laszlo, physicien hongrois et auteur de Science and the Akashic Field, propose que l'univers entier est traversé par un champ informationnel qu'il appelle le champ akashique, un terme emprunté à la cosmologie védique. Ce champ enregistrerait la totalité des expériences conscientes, de toute existence. Et les EMI s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. La revue panoramique de sa vie, ce moment où, en quelques secondes, on revit intégralement son existence, serait un accès direct à cette mémoire cosmique, comme si la conscience se reconnectait temporairement à sa source. Plusieurs témoins d'EMI décrivent d'ailleurs quelque chose de troublant. Ils ne voient pas leur vie comme un film. Ils la ressentent simultanément dans toutes ses dimensions, pas seulement du point de vue de leur propre conscience, mais aussi de celui des personnes qu'ils ont touchées, blessées, aimées. Comme si, le temps d'un instant, ils accédaient à l'intégralité du champ informationnel. Si ces questions vous habitent autant qu'elles m'habitent, si vous sentez que quelque chose en vous cherche à comprendre ce que vous êtes vraiment, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Abonnez-vous à l'âme éveillée officielle. Activez la cloche. Parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ces territoires où la foi, la science et la conscience se rejoignent. Et laissez un commentaire. Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, vécu une expérience de mort imminente? Votre témoignage a de la valeur ici. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous dans notre vie quotidienne? Si la mort est une migration de données, si la conscience survit à la dissolution du corps biologique, alors plusieurs choses fondamentales changent. D'abord, notre rapport à la mort elle-même. La peur de la mort est peut-être la peur la plus profonde de l'être humain. Elle façonne nos comportements, nos croyances, nos systèmes politiques et économiques. Mais si la mort n'est pas une extinction, si elle est une transition, alors cette peur repose sur une prémisse fausse. Presque tous les témoins d'EMI reviennent transformés. Non pas traumatisés, mais éclairés. Ils perdent la peur de la mort. Ils gagnent en compassion, en sens du service, en capacité d'amour. Beaucoup changent radicalement de carrière, se tournant vers les soins, l'accompagnement, la création. Comme si, ayant touché quelque chose d'essentiel, ils revenaient avec une mission. Ensuite, notre rapport à l'identité. Si la conscience n'est pas le cerveau, alors vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas votre histoire.
Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes quelque chose de plus vaste, de plus subtil, qui utilise temporairement un corps pour s'expérimenter dans la densité du monde matériel. Et enfin, notre rapport à l'autre. Si la conscience est un champ continu, si nous sommes tous émergés du même substrat informationnel, alors la séparation que nous ressentons est une illusion. Au niveau quantique, nous sommes intriqués. Nous sommes connectés d'une façon que nos sens ordinaires ne peuvent percevoir. La mort n'est peut-être pas le mur que nous imaginons, elle est peut-être le seuil que pressent toutes les traditions spirituelles depuis la nuit des temps. Les expériences de mort imminente ne sont pas des hallucinations d'un cerveau agonisant. Ce sont des fenêtres, des instants fugaces où la conscience, libérée de son support biologique, perçoit sa véritable nature. Et si c'est vrai, si vous êtes avant tout de la conscience, de l'information vivante traversant l'expérience humaine, alors chaque moment de votre vie prend une dimension nouvelle. Chaque choix, chaque amour, chaque regard partagé s'inscrit dans quelque chose d'éternel. Merci d'avoir été là. L'âme éveillée officielle, c'est ici. Et vous n'êtes pas seul dans cette quête.